Aujourd'hui, si on parle de la politique agricole commune, alors on dit qu'il y a deux piliers. Il y a un pilier avec des subventions qui passent par les collectivités régionales, hein, donc, et du coup, ça commence à ressembler un peu à ce que je raconte quand même. Hein, donc, c'est-à-dire que les collectivités peuvent commencer à rémunérer des agriculteurs pour des services environnementaux. Et il y a un premier pilier sur les 9 milliards d'euros, c'est beaucoup, hein, 9 milliards d'euros, hein, tous les ans, et, qui retourne à un nombre limité d'agriculteurs, hein, parce que c'est quand même vrai qu'il y en a eu 100 000 de moins entre les deux recensements, hein, ça a été dit tout à l'heure. Le reste, c'est des subventions qui sont proportionnelles à la surface. Alors je vous dis tout de suite, même si l'Europe essaye de conditionner ces aides, alors on est en train de prendre les agriculteurs, vous avez besoin d'aide, hein, c'est ça, vous êtes des mendiants, on va vous aider, hein, c'est bien ça, on va vous subventionner. Et alors, c'est proportionnel aux surfaces, c'est-à-dire que quand même ceux qui ont le plus de surface en bénéficient davantage, et ceux qui n'ont pas beaucoup de surface, ben leur seul souci, c'est d'espérer en avoir davantage. Donc, s'ils peuvent faire pression sur les SAFER, enfin, Terre de Liens peut en parler bien plus. Enfin, je connais quand même un petit peu la situation aussi, mais ces subventions proportionnelles à la surface sont un encouragement à l'agrandissement des surfaces pour avoir plus de subventions. Et l'agrandissement des surfaces pour avoir plus de subventions, c'est on va rentabiliser une moissonneuse-batteuse sur plus d'hectares. C'est une course à la monoculture. C'est-à-dire, c'est tout le contraire de ce pourquoi j'ai plaidé. Alors, on a beau dire, on va vous conditionner les aides, évidemment, ça leur est insupportable. Des gens qui ont des aides à l'hectare, qui ont intérêt plutôt à s'agrandir et à spécialiser, le fait qu'on leur mette des conditions, ça les perturbe. C'est donc très, très mal vécu. Hein, et ils sont, alors, y compris, parfois, ils se sentent victimisés. Enfin, par exemple, en Bretagne, c'est plutôt le lait, la poudre de lait, quoi. Mais des agriculteurs qui ont investi dans 3 robots de traite, on leur a dit que la poudre de lait serait exportée vers la Chine pour que les petits Chinois n'aient pas de lait contaminé. Les Chinois se sont retirés de l'usine. C'est leur coopérative, je mets des guillemets, Sodial, qui a racheté ça. Et du coup, les comptes de la coopérative sont plombés. Et du coup, les gens sont obligés de compenser les pertes de leur coopérative, je veux dire, parce que... Enfin, et donc, spécialisation laitière à ce point-là. Alors, si j'arrive là-bas et que je leur dis, vous devriez mettre du lin dans la rotation, je le dis pas, hein, parce que sinon j'aurais été étranglé. Hein. C'est inaudible. Donc, dans les réticences, il y a l'endettement, très clairement. Il y a évidemment l'enseignement, avec quelques progrès comme dans les lycées agricoles. Aujourd'hui, je vous le dis très clairement, il y a des cours d'agroécologie, d'agriculture biologique. Le contraire est aussi enseigné, mais plus pas par mensonge voulu, mais par omission. C'est-à-dire qu'il y a un cours d'agriculture biologique ou d'agroécologie dans tous les cursus, aujourd'hui dans les lycées agricoles. Ça, c'est une nouveauté depuis Stéphane Le Foll, hein, mais c'est vraiment une nouveauté. Mais ça fait donc une petite dizaine d'années, et ça a changé. Et ça change beaucoup de choses dans les lycées agricoles. Parce que moi, autrefois, quand je plaidais pour l'agroécologie, comme je dis, il faut remettre des haies, on va remettre les animaux sur la paille, on va refabriquer du fumier, C'était, c'est le retour en arrière, c'est du fumier, amiche, quoi. Enfin, c'est l'âge de pierre, c'est la bougie. Mais les mêmes enseignants aujourd'hui, j'ai vu ça à Chartres, hein, donc le même enseignant, 10 ans après, mais monsieur, c'est très intéressant, là, l'agroécologie. Mais vous vous rendez pas compte, c'est trop sophistiqué, trop savant. Alors, j'en dis, mais à 10 ans, c'était arriéré, maintenant vous me dites que c'est trop savant. Bon, au moins, il y a une compréhension, parce que en fait, le vrai problème, c'est que c'est trop savant. Enfin, c'est très savant, c'est artisanal, il y a des savoir-faire qu'il faut réhabiliter, il y a des variétés anciennes qu'il faut réhabiliter. En même temps, les champignons mycorhiziens, les gaz volatiles, etc., on va évidemment s'inspirer aussi des progrès scientifiques, hein, mais je n'oppose pas les progrès scientifiques aux pratiques paysannes. Mais oui, vous avez beaucoup de freins, hein, qui font que c'est peu accepté, sauf justement par les petits, ceux qui ont peu de surface, ceux qui ont accès aux terres de liens, ceux-là, avec peu de capitaux, peu de surface, sont prêts à faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien et de bosser plus. Hein. Ceux-là, on ne leur dit pas travailler plus pour gagner plus, parce que c'est la condition de leur survie. Et ceci étant, ils font cette agriculture soignée, et je trouve qu'ils méritent d'être correctement rémunérés, puisqu'ils nous rendent des services d'intérêt général. Alors, la réponse, elle est quand même non, mais ça progresse. C'est évidemment un consortium, il n'y a pas forcément une coalition organisée, hein, mais c'est quand même un ensemble d'ONG. Alors, je peux citer Terre de Liens. Je vous assurer que dans l'association, ça dépend évidemment d'une région à l'autre, hein, mais elle sait truc, et elle va voir les élus territoriaux pour que quand la SAFER va devoir éventuellement exercer un droit de préemption sur ces terres qui ne vont pas être reprises par les enfants, eh bien, que ce soit au profit de l'installation de jeunes et non pas à l'agrandissement des voisins. Sachant qu'au sein des SAFER, il y a des membres des chambres d'agriculture qui, il y a quand même une pression pour que ce soit l'agrandissement des voisins et la poursuite de la monoculture.
Donc voilà typiquement une association qui peut jouer un rôle. Maintenant, quand des associations de parents d'élèves exigent du bio à la cantine, il y a de plus en plus de produits bio, on se donne un calendrier pour l'accroître. Et alors après, évidemment, la question, c'est qui va nous fournir. Et évidemment, ça peut fournir et Biocoop et les cantines. Alors, selon les mairies, moi, je ne suis pas élu territorial, mais il y a des fois, alors Montsartou, ils ont carrément, c'est un petit village, je m'en ai compte, mais eux, c'est en régie, carrément. Parce qu'effectivement, des gens qui sont en contrat avec les écoles pour des légumes, oui, mais les vacances d'une année à l'autre, les vacances de printemps et tout, sont jamais la même date. Donc, c'est pas les moments où vous arrêtez de produire un légume pour la restauration, pour les cantines, d'une année à l'autre, ça change. Donc, à la limite, parfois, la mairie acquiert des terrains, et elle fait. Alors évidemment, après, il y a des questions de cuisine, il y a des questions de légumerie, il y a des questions de taille critique, et du coup, de faire pour plusieurs cantines et autres. Mais moi, j'observe, il y a des mairies, mais ça, y compris, c'est parce que les associations de parents d'élèves, les terres de liens et d'autres se mobilisent pour que les élus prennent des décisions qui vont dans ce sens-là. Vous pouvez avoir, après, alors moi, j'ai présidé Commerce équitable jusqu'il y a 1 an et demi, Équitable France. On a réussi quand même à faire passer un amendement au moment de la loi sur l'économie sociale et solidaire, et c'est inscrit sur les affiches, là. C'est-à-dire que Équitable aussi peut être aujourd'hui un label pour des produits issus du Nord. Et Biocoop essaye effectivement de se ravitailler en produits bio et équitables, avec ses propres marques là-dessus. Donc double labellisation. Moi, ça me fait mal de savoir que c'est des gens vertueux qui sont obligés de payer 2 certifications. Alors que c'est les pollueurs qui devraient payer. Moi, je serais pour qu'on taxe les engrais azotés de synthèse, malus, et avec ça, on rémunère la légumineuse. Et les agriculteurs feraient un choix, les engrais azotés de synthèse, c'est trop coûteux, les légumineuses, ça me rapporte, et hop, je fertilise mon sol par la voie biologique. On aurait fait ça il y a 25 ans, il n'y aurait pas cette dépendance à l'égard du gaz naturel russe. Donc ça fait des dizaines d'années où on plaide pour ces formes d'agriculture. Allons-y, continuons de plaider, ça ne va pas assez vite. Moi, il m'arrive de rencontrer les ministres, alors ça, c'est le scientifique, j'ai rencontré Michel Barnier, Bruno Le Maire, Stéphane Travert, Julien de Normandie, le récent, j'ai oublié Didier Guillaume, en tout cas, j'y rencontre, je fais évidemment, c'est le scientifique qui plaide, les gens m'interrogent aussi, peut-être parce qu'ils voient que je suis quand même engagé dans les associations, mais je crois que c'est les deux. Là, j'ai fait devant vous qu'il y a des arguments scientifiques, il y a des pratiques paysannes, y compris parfois portées par des discours ésotériques, parce que les litières forestières fermentées, il y a un bouquin dont je viens de rédiger la préface, l'IFOFER, ça va être un best-seller, avec un titre comme ça, ce bouquin, c'est des pratiques issues de gens qui sont dans la biodynamique. C'est-à-dire, les scientifiques que je suis, quand ils mettent la lune, quand ils disent fertilisation homéopathique, etc., moi, scientifique, je ne peux pas adhérer au discours. Il faut être très clair. Mais pour autant, doit-on pratiquer un mépris à l'égard de la personne qui tient le discours et pour la pratique elle-même, surtout si elle a duré déjà depuis quelques décennies? Je pense que les scientifiques doivent faire leur rôle. De quoi on parle? Quand on dit fertilisation homéopathique, maintenant j'ai compris. C'est pas du calcium, du potassium, du phosphore à dose homéopathique. C'est des spores et des sclérotes de champignons qui vont être dilués et qui après vont proliférer dans les terrains et aller extraire les éléments minéraux des argiles. Donc tout le monde peut progresser. Et je pense que la force, c'est l'unité. Je vous dis tout de suite, les querelles, vous savez, agriculture de conservation contre agriculture biologique, par exemple. Vous, la conservation, écoutez, vous ressuscitez les vers de terre, c'est bien, vous ressuscitez de l'humus, mais vous mettez du glyphosate, ce qui n'est quand même pas génial. Et agriculture de conservation, vous, les bio, vous êtes sympas, quoi. Vous ne mettez pas de glyphosate, etc. En fait, vous êtes obligé de labourer pour que la mauvaise herbe n'ait pas accès au soleil. Et vous l'enfouissez. Et hop, 2 sectes. Alors là, c'est la catastrophe. Ce qui nous tue, c'est le sectarisme. Et par contre, on peut mener des combats communs. Moi, j'observe que tous ces combats équitables, bio, action pour le climat, les associations, etc., on travaille dans le même sens. Et au niveau de l'opinion publique, je pense que ça commence quand même à avoir un impact. Mais réponse quand même insuffisante. On peut mieux faire. Le terme consacré pour ça, en général, on dit agroforesterie. Alors, c'est vrai que agroforesterie, quand on est sous les tropiques, ça je vois tout de suite parce que vous avez 300 habitants au kilomètre carré, par exemple dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, c'est des forêts, mais tous les arbres et les arbustes, et le gingembre et le ginseng par en dessous, donc par un rayon de soleil tombe à terre, tous sont des arbres, des arbustes et des plantes cultivées. Ça, comme un couvert forestier.
Alors en France, ce ne sera jamais exactement comme ça. Mais vous êtes au nord de Montpellier, là j'habite à Montpellier maintenant, au nord de Montpellier, Resteignères, vous voyez du blé dur, les cultures annuelles, sous des noyers. Bon, on m'avait dit que le noyer, on ne pouvait jamais rien cultiver sous les noyers, pour deux raisons. Il y a une molécule toxique dans la feuille qui peut être dommageable pour la plante en dessous. Et ensuite, les racines du noyer, qui sont traçantes, viennent concurrencer la plante annuelle. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, alors quand je montre des photos, remarquez, je les ai là, hein, les diapos, mais je montre ça. Et en fait, si vous plantez les noyers, alors évidemment, comme vous dites, avec un écartement pour la moissonneuse-batteuse. Hein. Ça, vous avez raison. À partir du moment où on est dans une agriculture mécanisée, on ne peut pas faire aussi bien que dans le Kerala. Hein. Mais il y a un écartement pour moissonneuse-batteuse. Évidemment, la culture annuelle, le blé dur et les cultures en rotation vont occuper ça plutôt en climat méditerranéen, c'est de l'automne jusqu'au fin de printemps. Et le noyer, lui, il débourre un peu tard, et par contre, il recouvre la totalité du sol et fabrique la photosynthèse en saison sèche. Et ce qu'on observe, c'est que quand on plante le noyer en association, le noyer, concurrencé pour l'eau par la plante annuelle, développe d'abord une racine profonde, et ensuite, en dessous, des racines traçantes. C'est-à-dire, dans un climat méditerranéen, on parvient à faire en sorte que la photosynthèse, fixation du carbone, du gaz carbonique, se fait entre l'automne et le printemps par la culture annuelle, qui va nous apporter les hydrates de carbone, les glucides et ce genre de choses. Et puis, en été, par l'eau, parce que même en climat méditerranéen, même si on dit qu'il ne pleut pas beaucoup, c'est des pluies torrentielles. Hein, et bien donc, on exploite bien 2 couches d'eau. Et du coup, on allonge la durée de la photosynthèse, on contribue à l'atténuation du réchauffement climatique, et le noyer, il séquestre du carbone dans son tronc, et donc après, il en apporte dans les noix. Mais effectivement, l'agroforesterie, alors quand je disais le réembocagement, c'est des haies, mais vous avez y compris le noyer blé dur, c'est vraiment en plein champ. Et évidemment, le pommier dans la prairie, le noyer associé aux plantes annuelles, c'est des façons de séquestrer davantage de carbone, c'est plus productif et ça contribue bien à l'atténuation, à la réduction du gaz carbonique. Et ça mérite d'être rémunéré, parce que c'est un service d'intérêt général. Dans le côté local, que j'ai peut-être trop peu évoqué, sauf en dénonçant ce qui était trop loin, mais dans le côté local, il y a plusieurs arguments qui plaident pour le local, notamment la qualité des fruits et légumes, la teneur, par exemple, en polyphénol, en bêta-carotène, en antioxydants, on va dire, de nos fruits et légumes. Plus il y a du temps entre le moment de la récolte et le moment de la consommation, c'est-à-dire plus ça a été transporté sur des kilomètres, et plus c'est resté longtemps à l'étalage, plus les fruits et légumes perdent leur qualité nutritionnelle pour tout ce qui est polyphénol, antioxydants et quelques vitamines. Donc l'idée d'avoir derrière circuit court, le côté local, c'est la distance, et puis circuit court, c'est le moins intermédiaire. Les AMAP essayent de répondre à ça. Avec la difficulté, effectivement, j'essaie de trouver localement, dans des régions trop spécialisées, on est quand même obligé d'aller chercher dans la région voisine, un peu plus loin. Et donc là, si on arrive à rémunérer les services environnementaux pour une agriculture plus diversifiée, il va de soi que les Biocoop, les AMAP, trouveront la variété des fruits, légumes et tout plus proche, et ce sera pour la santé, comme pour le revenu des agriculteurs, évidemment, bien mieux. Mais vous avez aussi, un peu en concurrence avec les chambres d'agriculture, ce qu'on appelle les CIVAM, C-I-V-A-M, qui est fédération. Alors c'est un collectif de vulgarisation agricole alternatif aux chambres d'agriculture qui, eux, œuvrent justement pour ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie. Je sais que dans le Pays de Caux, en Seine-Maritime, ça s'appelle Défis ruraux. Ici, je ne sais pas comment, c'est un CIVAM. Mais vous avez donc des groupes alternatifs aux chambres d'agriculture qui viennent donner des conseils sur de nouvelles formes d'agriculture. Et donc, tous unis, oui, là, on prendra de la force. Mais on voit quand même se multiplier ces actions-là. Et puis après, pour la politique agricole commune, vous avez une association d'associations qui s'appelle Pour une autre PAC, dans lequel vous avez le commerce équitable, dans lequel vous avez des adhérents de la plateforme du commerce équitable, un grand nombre de Vétérinaires sans frontières et autres. Et aujourd'hui, y compris même quand il y a des conventions internationales, vous savez, avec la FAO et autres, ou sur le climat, aujourd'hui, ils sont quasiment contraints d'inviter toujours un forum associé qui n'a aucun pouvoir de décision, dans lequel on invite les organisations non gouvernementales et où les autorités, suite aux négociations, sont, alors pas toujours obligées, mais se sentent quand même un peu contraints de rendre compte un peu du développement des négociations
devant ces associations qui sont autour. Donc, on voit quand même au sein de la société civile des mouvements qui vont dans ce sens-là. Alors, il y a à la fois le poids du tracteur et des outils. Il y a aussi, quand c'est le labour, tout dépend aussi de l'humidité, mais quand vous faites un labour en conditions humides sur un limon, vous avez ce qu'on appelle une semelle de labour, c'est-à-dire un lissage, ce qui fait que l'eau s'infiltre dans les 20 premiers centimètres et stagne. Alors ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est surtout sur les terres limoneuses, et sur des terres très fertiles. Le sol est peut-être très profond, n'empêche que les racines vont être empêchées par cette semelle de labour, l'infiltration de l'eau. C'est quand même l'humus, c'est les vers de terre, c'est ça qui va nous rendre la solution. Et par contre, alors sachez qu'aussi en termes de matériel, par exemple pour ce qui est de lutter contre les herbes adventices sans mettre d'herbicide, vous avez quand même d'énormes progrès avec ce qu'on appelle les hercétries, qui ne sont pas des labours, qui donc font pas ce lissage, c'est des outils à dents. C'est impressionnant parce qu'on voit et les herbes et les plantes qui sont bousculées par la hercétrie, donc on se dit, ouh là là, ils sont en train de tout casser. Mais si on fait ça au bon moment, parce qu'effectivement, on fait ça au bon moment, c'est bien les herbes adventices qui se retrouvent détruites et la plante cultivée qui reste en l'état. Et ça, par contre, pour la qualité des sols, ça introduit un peu de porosité, mais pas exagérément. Ça maintient le taux d'humus, et puis la vie des vers de terre, des cloportes, des colamboles est assurée. Et il n'y a plus de semelles. Il y a quelques progrès, mais il ne faut surtout pas s'illusionner. Et encore aujourd'hui en l'état, les gens sont conscients qu'il y a un dérèglement climatique, des grêles, des gelées, des trucs, on voit bien ça, ça se multiplie. Mais le premier réflexe, on va dire du syndicat agricole majoritaire, mais des ministres d'agriculture qui les écoutent, c'est-à-dire on va mettre un système d'assurance. C'est-à-dire, c'est pas ne pas mettre tous ses œufs dans un panier, vous aurez un revenu résilient, c'est-à-dire que quand un accident climatique extrême affecte une production, comme vous avez plusieurs productions, les autres sont sauvés. Ce serait ça la solution, inspirée d'agroécologie. Ce serait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifiant. Et donc, il y a des risques, il y en a toujours, et autres. Ça va même s'accroître, mais le revenu sera plus résilient. Et c'est pas ça. On va vous assurer, on va mettre un système d'assurance, comme ça vous pourrez continuer à rester spécialisé. Non, mais vous aurez des gelées, des grêles, des sécheresses, etc. C'est pas grave, l'assurance remboursera. C'est tout le contraire. Et c'est porté et par, au moins l'avant-garde du syndicat majoritaire et les ministres. Et pour parler très clairement, M. Julien de Normandie, c'était ça. Mais donc, il y a vraiment d'énormes progrès à faire. Alors, c'est quand même tout ce dont on est en train de parler, ces organisations. Évidemment, c'est l'enseignement agricole qui doit se réformer, c'est à la fois l'enseignement supérieur. Alors moi, j'observe, là, je ne sais pas si vous avez eu écho de ça, là, 8 étudiants d'AgroParisTech qui sont autorisés en disant « nous, on bifurque, on déserte, maintenant on ne veut pas, etc. » Et enrager les jeunes, c'est très bien. Je veux dire, au moins, ils posent de vraies questions. C'est comment se fait-il qu'un enseignement peut encore continuer d'être formaté? Et en fait, derrière cette accusation du formatage, on veut autre chose, c'est justement l'absence de compréhension de toutes ces interactions, parce que c'est vrai que c'est compliqué. L'enseignant des sciences du sol, il enseigne les champignons mycorhiziens, l'enseignant de protection des cultures, il enseigne les fongicides, et peut-être qu'aucun des deux enseignants dira, si vous mettez un fongicide ici, vous tuez la fertilité des sols. Alors là, c'est chose un peu compliquée, parce que c'est pointu, parce que la carrière des enseignants-chercheurs, elle est fonction des publications dans les revues à comité de lecture, donc on veut choisir les bonnes revues, et que les revues d'écologie, justement, d'une façon générale, et d'agroécologie encore moins, sont pas les mieux cotées de toutes les revues, et du coup, on veut mieux faire carrière de pointu, et puis du coup, on veut pas de questions, c'est les étudiants impertinents, là, enragés, qui ont commencé à nous dire, mais votre OGM, là, le gène de J doré, s'il passe sur un riz sauvage, qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà. Alors, oui, c'est l'enseignement, oui, c'est les CIVAM, oui, c'est les parents d'élèves. C'est quand même tout ça qui fera que ça changera. J'observe, y compris quand je rencontre des ministres, évidemment, j'ai pas le poids. Moi, d'abord, c'est l'argument scientifique que je mets en avant, mais je n'ai pas le poids des lobbies, parce que je ne m'appelle pas Libagrin, je ne m'appelle pas Monsanto, je ne m'appelle pas Bayer, je ne m'appelle pas Rockefeller, donc, et puis pas même, enfin voilà. Et donc, j'ai pas la même audience. Mais néanmoins, quand je leur raconte le petit cours d'agroécologie,
Je leur raconte que c'est fondé scientifiquement. Et je commençais à leur dire, mais vous y trompez pas. Hein. Vous êtes en train de défendre des filières bas de gamme, là, monsieur le ministre. Là, c'était l'époque des abattoirs GAD, Tilly qui sont fermés. Hein. Et je leur dis, vous, élus de la Sarthe, les poulets de Loué, vous savez très bien que pour la création d'emplois, au tonne de poulet, c'est bien les poulets de Loué qui créent de l'emploi et pas ces abattoirs désuets, ces poulets bas de gamme. Et le même ministre me dit, mais monsieur, moi, je gère des rapports de force. C'est le seul ministre qui me l'a dit comme ça. Mais les autres me le disent. Moi, je peux vous raconter d'autres ministres d'une grande politesse. Monsieur Funet, très intéressant. Et je quitte la salle, j'ai compris que ça ne servait à rien. Hein. Donc, c'est comme la société civile qui fera que les choses vont changer. Hein, là, je faut être clair. Mais déjà, quand on voit un ministre, et je le refais toujours, j'ai dit, mais regardez, alors, je suis un peu embarrassé là avec les questions de pouvoir d'achat aujourd'hui et le moindre consommation de produits bio. Mais jusqu'à une date récente, je disais, mais attendez, je connais même les grandes et moyennes surfaces, je ne citais pas Biocop, je disais grandes et moyennes surfaces, ils mettent des produits bio-équitables en tête de gondole, quoi. Vous, le ministre, vous avez semblé insensible. Vous avez même des gens qui le mettent. C'est sans doute pas aujourd'hui qu'ils le font, hein, mais parce que on connaît l'opportunisme de ces grandes et moyennes surfaces. Hein. Mais je m'autorisais à leur dire, pour dire, attendez, vous les politiques, parfois vous avez même un peu de retard sur la compréhension que peuvent avoir des entreprises privées, quoi. Alors maintenant, bougez. Parce que je fais mon petit cours d'agroécologie, mais je finis quand même par dire, ah maintenant, bougez, quoi. Hein, moins enragé que mes étudiants, là, mais bon, mais il faut quand même, à un moment, dire, attendez, oui, les risques, c'est la biodiversité. Hein, à partir de maintenant, on diversifie les rotations, les assolements, on remet des légumineuses, et on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Allez, c'est ça maintenant, l'avenir, la modernité, c'est ça. Le reste, c'est désuet. Vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer. On est obligé de parler un peu fort après.